Vous avez fait votre équipe d'évaluation en partenariat avec les experts nationaux. Vous avez fait l'étape 1. Vous avez fait le paysage des dispositifs les plus importants qui doivent être pris en compte pour l'analyse du système de financement. Et vous allez maintenant vers l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape qui devient beaucoup plus normative, puisque nous allons poser des questions au système, façon de dire, pour pouvoir émettre un jugement sur le système de santé. Alors, vous vous rappelez cette idée, ce concept d'attributs désirables. Ces attributs désirables, c'est donc attributs désirables à un système de financement. D'accord ? Ça nous permet de regarder un système de financement, on regarde ces attributs et on sait que certains sont vraiment désirables et c'est ceux-là qu'on va regarder. Donc, importance d'examiner de plus près les attributs désirables. Cet examen s'effectue via 33 questions et ces questions sont distribuées selon 7 domaines d'évaluation. D'accord ? Et les domaines d'évaluation, ça recoupe les grandes fonctions, c'est une approche fonctionnelle du système de santé. Donc, ça va être la fonction de mobilisation des ressources, la mise en commun, l'achat, les avantages, et puis il y a une fonction de gouvernance aussi, etc. Donc, ça regroupe 7 domaines d'évaluation. Et chaque question, donc dans les 33 questions, est liée à un ou plusieurs attributs. Donc, il y a un petit jeu très subtil, et on va regarder dans les annexes du document. En fait, les questions sont attribuées liées à un domaine, elles sont liées à des attributs, elles sont liées aussi à des objectifs, les objectifs intermédiaires et les objectifs finaux du système de santé. Et donc, si à la fin de l'analyse, vous voulez faire une analyse spécifique, par exemple, sur la problématique de l'efficience, il y a un codage qui vous permet de récupérer toutes les questions liées à l'efficience et de dire, tiens, qu'est-ce qu'on a eu comme score pour les différentes questions relatives à l'efficience? Vous voulez regarder l'équité? Il y aura un codage qui vous permet de regarder les questions liées à l'équité. Si vous voulez regarder, par exemple, un attribut particulier, de nouveau, l'attribut, la grille vous permet de retrouver les questions qui ont documenté cet attribut. Et tout ça est expliqué dans le manuel. Donc, chaque question est liée à un ou plusieurs objectifs, les questions de causalité. Et chaque question représente un mini-modèle de maturité. Alors, qu'est-ce qu'un modèle de maturité? C'est un concept qui a été promu par différentes agences. Il s'agit de regarder une solution systémique et de regarder à quel degré le système est mature dans la mise en place de certaines fonctions. Donc, nous sommes dans des systèmes sociaux de plus en plus complexes et si on devait reprendre un peu l'histoire de l'humanité, on est passé de systèmes relativement simples à des systèmes de plus en plus complexes. Ça, c'est notre transition, je dirais, sociétale. Et vos systèmes vont aller de plus en plus vers la complexité. C'est ça la réalité. Donc, de dire, j'organise mon système de santé avec des lignes budgétaires, ça, c'est un modèle relativement simple. Une fois que vous dites, on va mettre en place une agence d'achat avec un tiers payant qui va faire des contrats vers les formations sanitaires, on est dans un degré de complexité plus avancé. Et c'est ça la réalité. Nos systèmes, la gouvernance des systèmes de santé va aller vers la complexification. Et donc, il est important de réfléchir à cette progression. Et il y a un certain sens, il y a une certaine réalité de maturation, quelque part. D'accord? Et donc, chaque question, elle est évaluée, il y a moyen de lui donner un score à 4 niveaux. Et il s'agit donc d'évaluer dans quelle mesure on est dans quelque chose de très avancé ou quelque chose encore de relativement initial. Pour établir ces jugements, on va revenir là-dessus demain, il y aura une équipe d'évaluation, il y a un processus spécifique, mais il faut bien sûr essayer de se reposer aussi sur des données quantitatives. On a mentionné par exemple les comptes nationaux. Il y aura des questions, par exemple, sur la gestion des finances publiques. Il y a une question, si je me souviens bien, sur l'exécution du budget de la santé. C'est une des questions qui est tout à fait quantifiable. Vous retournez dans les 2-3 dernières années, vous regardez à combien était le budget de la santé, combien a été effectivement dépensé, vous faites un ratio, un rapport et vous avez le 80, 90%, 70%. Et donc, plusieurs de ces questions peuvent être répondues de façon très objective. D'autres demandent par contre un jugement de valeur par l'expert. Et c'est pour ça qu'il faut des experts financement de la santé et certainement des experts aussi qui connaissent bien le système de santé national. Voilà, je vais vous demander de prendre ce manuel
Donc, page 6, nous avons donc les attributs organisés par les grands domaines. Donc ça, c'est les aspects sur lesquels nous nous penchons avec la matrice. D'accord? Conceptuellement, c'est vraiment les aspects sur lesquels nous affirmons du côté de l'OMS une position plus normative. On avait pris quelques exemples hier et donc on reste sur cette dynamique. Si je comprends bien, cette dia-ci, Matt, elle explique comment nous avons déterminé les attributs, sur quelle base de connaissances nous avons établi ces attributs. Est-ce correct? Est-ce que tu veux un peu compléter ici? Oui, je vais expliquer en anglais, Bruno. Oui, et je traduirai. Nous avons passé un an et demi, je crois, spent a year and a half developing the concept. And one element of this conceptual development was, of course, looking at the evidence base. Donc, nous avons pris un an et demi du côté de l'OMS à établir ce concept d'attribut désirable, et une étape importante, bien sûr, était de regarder la base scientifique soutenant ces attributs. Oui, avec des partenaires aussi, c'est sûr. Alors, ce que vous voyez là, c'était ce petit database, cartographier les données. C'est aussi expliquer le methodology. If you look at the small red documents, il y a une petite explication comment nous avons développé les attributs souhaitables. C'est donc une section 2.2, 2.3, and then looking. Voilà, page 4. Il y a une explication là. Ouais, il y a une explication là. Donc, il y a là la démarche qui a été adoptée par l'OMS pour produire ces attributs. Donc, en fait, c'est évident que vous avez reçu ces documents à l'arrivée. Vous les lirez, ils sont très, très bien produits et ils répondent à beaucoup de vos interrogations. Donc, il est évident que vous prendrez le temps de lire ces documents. Yeah. Just very quickly, the défi, the challenge here was there are a lot of research. The challenge for us was to reorganize. We had to reorganize the research using our functional approach. Okay, so that's basically what you see in front of you there, just to give you a flavor of what we did. So these numbers that we see, these refers to the number of papers. Publications, exactly. Yeah. Exactly. OK. Donc ici, ce que vous voyez, donc ce qui s'est passé, c'est que l'équipe technique de Genève est retournée vers la littérature scientifique et a cherché des articles sur les différents attributs. Et donc, un des défis, c'était de réattribuer cette littérature aux différents attributs désirables. Et donc, en fin de compte, vous avez vu que hier, on a vu qu'il y avait des questions qui étaient relatives et des attributs relatifs au processus du financement de la santé et de la gouvernance. Ils ont trouvé 27 références qui soutenaient la proposition des attributs désirables. Donc, on a vu par exemple que sur le pooling des ressources, il faut éviter la fragmentation. Ils ont trouvé 23 articles qui soutenaient et ainsi de suite. Donc, on a mentionné par exemple que pour la CSU, il est important que ce soit sur financement public et pas sur financement privé. On aura 21 articles qui soutiennent ces références. Juste dire peut-être que c'est bien sûr des connaissances scientifiques, ça continue toujours à s'accumuler. Et donc, je peux vous donner par exemple un témoignage personnel. De temps en temps, par hasard, je tombe sur un article et je trouve que l'article est intéressant. Je l'envoie à Matt et qui va le regarder, qui va le mettre dans la base de données s'il pense que cet article effectivement soutient une des propositions que nous promouvons. Voilà comment nous fonctionnons. Yeah, just one thing, as you explained, we are not suggesting this is perfect. We're not suggesting all the relationships between policies and efficiency, equity. We're not saying they're perfect, but we think at the moment this is kind of our sort of best assessment of the situation. But clearly, as you said, this is something which needs to be continually improved. And just to add, when we had a similar event in Zimbabwe for the East and Southern Africa, there were many researchers who
expressed interest in contributing to the ongoing development of this whole sort of mini ecosystem. So, you know, we're very interested in building those partnerships also. Voilà, donc Matt confirme que c'est un processus itératif et donc on continue à l'alimenter et que donc il y a un appel aussi aux chercheurs parmi les chercheurs parmi vous. Il y avait déjà eu cette discussion à la conférence de Victoria Falls et il y avait donc une communauté de chercheurs qui avait vraiment envie de contribuer à alimenter cette base de données, mais pas pour nécessairement valider les propositions que nous avons formulées, mais aussi les challenger. Bien sûr, les chercheurs, on ne veut pas des chercheurs qui soient des bénis oui-oui et qui nous disent « vous êtes fantastiques, vous les gens de l'OMS ». On préfère des chercheurs qui nous challengent et qui disent « là, votre proposition, il faut peut-être un peu la reformuler parce qu'on a un contre-exemple ». D'accord ? Et donc, on aura une session avec les chercheurs demain. C'est ça, hein, Sabine, je pense que c'est demain. Sabine qui sera facilitatrice. Sabine qui aura 2 casquettes, casquette OMS, mais aussi casquette académique, puisqu'elle est chercheuse à Kigali. Et donc, nous allons ressolliciter certains professeurs qui sont avec nous dans la salle. Et on reviendra sur les possibilités de comment une bonne articulation entre la communauté scientifique et ce document pour l'enrichir. Voilà. Donc ici, c'est toujours montré. En fait, comme Inc l'a mentionné, on a aussi un data spécialiste dans notre équipe et qui donc recombine cela chaque fois en fonction des différentes sous-questions par attribut désirable. Et donc, voilà, nous voyons que… Donc, vous voyez par exemple ici, si je monte sur la question Policy, Process et Governance, la question 1, on a 35 références qui sont relatives à cette question. Voilà, juste pour que vous sachiez que nous sommes quand même sérieux sur le processus, on lui donne au maximum une solidité scientifique. On peut peut-être maintenant reprendre le petit document et je vous invite à venir à l'annexe 2 qui se trouve à la page 19. Et donc ici, nous rentrons dans la logique structurelle de la matrice. Donc la première colonne, c'est le domaine d'évaluation. Donc si on prend par exemple le domaine 3, mise en commun des ressources, et puis vous avez les codes Q31, Q32, 33, 34, 35. Ça veut dire que c'est les 5 questions qui vont traiter de la mise en commun des ressources. Très bien. Et puis, chaque question a aussi un petit nom, un petit nom de codage qui nous sert en fait pour la base de données, donc pool, poll, registre, et ça, donc c'est des petits codes qui viennent de l'anglais. Mais plus important, vous avez la question à côté. D'accord ? Si vous prenez, par exemple, la question Q32, à quel point la capacité du système de santé à redistribuer les fonds prépayés est-elle limitée ? Est-ce qu'il y a une capacité à redistribuer? Et donc, ce que nous allons faire cet après-midi, nous allons nous organiser en sous-groupes et vous allez, chaque sous-groupe va se pencher sur une question particulière et vous allez jouer avec cette question, vous allez lire le texte de cette question, vous allez lire l'information de background qui est fournie dans le document et puis on va vous demander de scorer cette question pour votre pays. D'accord ? Et puis, vous serez à 3 pays. Ce ne sera pas les mêmes groupements de pays que depuis le début de l'atelier. On vous a regroupé autrement et vous aurez une discussion. Alors, pourquoi voilà, nous, imaginons les Comores, on a donné un score de… Donc, imaginons, il y a 1, 2, 3, 4, on a donné un score de 2 et vous motiverez votre score. Et puis, l'autre pays dit, nous, on a donné un score de 3. Voilà, vous discuterez entre vous et vous aurez chacun un facilitateur avec vous et on a pris un facilitateur qui est quelqu'un en pointe sur la thématique en question. Vous pourrez lui poser des questions de clarification. Ça va? Donc, on va revenir on va pratiquer ça tout à l'heure. Alors, si on va sur… Je vais revenir en… Voilà, donc les annexes, il y a les annexes 2, 3, 4 et 5. Et en fait, vous pouvez par exemple aller voir l'annexe 3 à la page 22. Donc là, c'est les questions qui sont réorganisées par attribut désirable. Donc, il y a l'attribut désirable, par exemple, les politiques de financement de la santé, donc page 22, les politiques de financement de la santé sont sous-tendues par des objectifs relatifs à la couverture sanitaire universelle, visent l'ensemble du système de santé et déterminent l'ordre de priorité et la chronologie des stratégies pour l'ensemble des services individuels et collectifs. Et donc, ça, c'est l'attribut GV1. Et vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions qui sont
liées à cet attribut. Donc, quand vous devrez donner au ministère de la Santé ou aux partenaires un feedback sur dans quelle mesure cet attribut est satisfait, vous aurez toutes ces questions pour soutenir votre jugement. D'accord ? Donc, il y aura et les experts, les consultants aussi formuleront des recommandations. Elles seront basées vraiment sur de l'évidence qui aura été collectée par rapport à cet attribut grâce à ces différentes sous-questions. Et donc, vous voyez, par exemple, la première question, c'est existe-t-il un énoncé de la politique sur le financement de la santé à jour, guidé par des objectifs et fondé sur des données factuelles? Donc, vous allez regarder, par exemple, s'il y a une stratégie nationale de financement. Vous allez regarder si cette stratégie nationale de financement est basée sur l'analyse des comptes nationaux de la santé. Est-ce qu'elle est basée sur une évaluation de la matrice? Voilà, il y a vraiment une analyse, je dirais, rigoureuse de la base politique du système de financement de la santé. Est-ce que ça a été énoncé ou est-ce que c'est juste 2-3 lignes dans le PNDS? D'accord? Bruno, if I could just Please. add one small point of information. Annex 3, 4, and 5 is the same information. It's just presented in different ways, but it's addressing the same information. Voilà. Donc, les annexes 3, 4, 5, c'est chaque fois la même information, mais c'est juste, on pose la question différemment. 3, 4 et 5. Voilà. Très bien. Donc, c'est juste au moment de la rédaction du rapport, et Mathieu va expliquer ça jeudi, il y aura une session consacrée à la rédaction du rapport, c'est que l'analyste peut chaque fois regrouper les questions selon différents angles pour pouvoir traiter une question particulière. D'accord? Et donc, c'est la base de données qui permet ce genre de choses. Voilà, je pense que j'ai presque fini. Donc, juste dire, chaque question soulève des enjeux sur la situation dans le pays sur un point spécifique qui peut contribuer au progrès vers un attribut désirable. Les niveaux de progrès, chaque niveau de progrès reflète un mouvement considérable vers la situation désirable. Donc, c'est un mini-modèle de maturité. Donc, il y a une sorte de score, et il est exprimé en mots. Et donc, il y a le score émergent. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, le niveau le plus faible. Hein. On utilise aussi une sorte de… On prend des mots qui ne sont pas trop chargés émotionnellement. D'accord? Certains d'entre vous avez été enseignants. Vous savez qu'il y a des mots qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, on essaye de prendre une langue qui est positive. Donc, il y a le niveau émergent, en progression, établi et avancé. D'accord? Vous voyez la nuance? Donc, elle est subtile, mais on ne peut pas dire « vous êtes mauvais et vous êtes fantastique ». Hein? Donc, on trouve des mots plus adroits et plus subtils que ça. Mais en gros, c'est bien sûr pouvoir se situer sur cette échelle de progression. D'accord? Guide d'évaluation de pays. Voilà, le guide fournit plus d'explications. Le guide soutient le jugement. D'accord? On ne lâche pas les consultants ou les experts nationaux en disant « Allez, mettez votre score comme vous le voulez ». Le document donne des exemples et de la guidance en disant « Si vous voyez la situation comme ceci, c'est plutôt un score émergent. Si vous voyez la situation comme celle-là, c'est plutôt un score établi. » N'oubliez pas qu'à la fin, il y a une validation par l'OMS de ce processus. C'est comme si on mettait notre cachet, c'est une sorte de certification, et donc il y a un dernier niveau d'évaluateurs qui sont des évaluateurs externes et qui parfois vont dire « vous avez été trop négatif avec vous-même, nous pensons que le système est déjà plus avancé ». Et parfois, on sera en disant « vous avez été un peu trop généreux avec cet attribut, nous pensons qu'il faut le revoir un peu à la baisse ». Sur quelle base on rendra ce jugement? Les évaluateurs externes, c'est des gens qui ont vu d'autres pays et qui peuvent comparer, alors que parfois, on manque un peu de recul. Voilà, donc très bien, donc tout ça est dans le document. Alors, quand on fait la phase 2, les experts vont bien sûr commencer à élaborer leur analyse. Ils prennent des notes, bien sûr, parce qu'ils vont devoir motiver leur jugement. D'accord? S'ils disent que c'est avancé, ils doivent être capables de soutenir avec de l'évidence. Donc, ils doivent noter les points clés. Donc, on entendra peut-être Noémie ou peut-être Joël, ou on aura peut-être des partages d'expérience en nous disant comment ils travaillent. Mais on prend note et on garde ces idées, bien sûr, pour le rapport final. Le rapport final, il y a des recommandations qui sont formulées. Donc, il y a
Et c'est un document, la matrice, c'est un exercice qui essaye de parler avec le niveau décisionnel. Donc, on ne fait pas un document de 200 pages. On essaye d'être concis et d'aller à l'essentiel. Et s'il y a des points sur lesquels on n'a pas pu vraiment rendre un jugement très, très certain parce qu'il y avait des grosses lacunes de l'information, c'est toujours démontrer qu'il y a une lacune d'information, c'est quelque chose d'important. D'accord? Peut-être que, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais voilà, parfois, on n'a pas trouvé l'information de base pour répondre à la question et c'est déjà le signe qu'il y a probablement un problème. Voilà, Matt, nous avons 2 témoignages d'expérience. On a Noémie qui va nous parler de la Sierra Leone et nous avons aussi Quentin qui va nous parler de l'expérience qu'il a eue dans 2 pays. Matt, as-tu autre chose à rajouter? Non, non, ça marche pour le moment. Annexe 6, c'est un peu différent, mais on peut en parler plus tard. Mais annexe 3, 4, 5 is the link between questions and desirable attributes. Annexe 10, c'est the connection with the objectif. C'est un peu différent, mais c'est Voilà. tout. Merci. Voilà, donc c'est chaque fois cette recombinaison avec différentes valeurs et on reviendra là-dessus. Oui, donc Noémie qui va intervenir tout de suite. Elle est originaire de la Suisse et elle a passé pratiquement la dernière décennie en Afrique de l'Ouest à travailler comme économiste de la santé. Et elle a travaillé principalement au niveau du gouvernement, enfin, entre autres au niveau du gouvernement de Sierra Leone pendant 8 ans dans le domaine du financement basé sur la performance et des ressources humaines également pour la santé, du financement des médicaments et de la gestion des finances publiques. Et elle était conseillère en matière de couverture santé universelle auprès du vice-président de Sierra Leone, avant de s'installer à Dakar. Elle est maintenant consultante indépendante et elle travaille dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest par rapport à ses consultantes, principalement sur l'augmentation du financement national de la santé et l'amélioration de la gestion des finances publiques. Donc, voici un peu en ce qui concerne la petite présentation de Noémie qui va prendre la parole tout de suite. Oui, maintenant, Noémie, on n'a pas mis vous voyez que son nom, c'est Ndao à la fin. Donc voilà. Donc, elle est de nationalité sénégalaise maintenant. Donc, merci Noémie. Alors, Noémie aurait rédigé. En fait, on est très content de l'avoir avec nous parce que il était important que vous ayez un partage d'expérience et avec les pays francophones, nous sommes seulement en démarrage avec la matrice. Mais il y a des pays dans la région qui ont fait la matrice et la Sierra Leone est un de ces pays. Et on avait la chance d'avoir Noémie à Dakar, donc on lui a dit tu viens nous partager cette expérience puisqu'elle a été très impliquée. Elle nous parlera de l'équipe qui a fait ce travail. Mais Noémie, elle va revenir, elle aurait déjà dû venir ce matin dans la phase 1. Tu nous as préparé une PowerPoint qui nous permet de voir différentes mises en œuvre sur différents. Donc, tu reviendras demain et tu reviendras jeudi et on sera chaque fois très intéressé d'entendre ton partage. Voilà, on te laisse et donc tu vas couvrir un petit peu la phase 1 aussi maintenant, je pense. Merci Serge. Merci Bruno. J'ai déjà dit à Serge hier, mon mari en fait c'est Serge aussi. Alors, j'ai des souvenirs très bien avec ce nom. C'est un plaisir et privilège d'être ici avec nous. C'est une présentation très concrète. Qu'est-ce qu'on a fait en Sierra Leone pour appuyer la matrice? On a fait ça entre janvier et avril 2021. Alors, ça fait presque 2 ans maintenant. Et c'était publié 1 an après. Juste pour vous dire, vous savez ça déjà, j'imagine, mais Sierra Leone, c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest. C'est la pays la plus ronde du monde. Et vous voyez là, c'est un cercle en fait. Il y a presque 8 millions de peuples. La mortalité maternelle est assez élevée et aussi la mortalité infantile, mais on a fait pas mal de progrès dans les dernières 10 et 15 ans. Alors, ça est en train de baisser. L'espérance de vie, c'est auprès de 50 ans. Dépenses privées, c'est élevé aussi. Ça dépend un peu de l'année, mais c'est entre 50 et 60%. Et dans l'indice de couverture des services de CSU, on est à 39 sur 100. Juste la situation. Ça, c'était l'équipe. Alors, nous, en fait, on a eu une équipe de
presque tous les économistes de la santé en Sierra Leone. Il n'y a pas beaucoup là-bas. Dr. Michael Amara, il était notre évaluateur principal. Il est économiste de la santé au ministère de la Santé. Et il est aussi le coordinateur de l'assurance maladie qui est en train d'être développé en Sierra Leone. Après, Dr. Njai, qui, quand on a commencé, il était avec un ONG, maintenant il est avec l'OMS en Sierra Leone. Yaya Sissé, notre économiste au ministère. Nathaniel, il est spécialiste du suivi et évaluation. Ils connaissent très bien la SNIS, le DHIS2 en Sierra Leone, c'était très utile. Cilia, qui était assistante technique en gestion des finances publiques. Laima, qui était le lien avec le ministère des Finances, et moi-même. Et nous tous, on n'a pas eu des expériences avec la matrice, mais on a participé à lancement de la matrice et on se sent dit que c'est un outil très utile pour nous, en fait, et ça a l'air pas trop difficile, alors on va démarrer et on va le faire. Ouais. Juste pour dire qu'on a aussi, alors Dr. Amara, il était l'évaluateur principal et nous, Nja et moi, on était le secrétariat qui a beaucoup aidé. Nous, on était chargés avec tous les documents et tout. Ça, c'est la matrice. Et là, voilà, notre championne, c'est le vice-président de la Sierra Leone qui a championné tout ce travail et aussi lancé la matrice. Ça, c'est sur l'étape 1. On a déjà parlé de ça ce matin. Nous, on se sent dit on va être très complète. Alors, on a utilisé le PDF, le modèle de collecte de données, et on a rempli tout ce qu'on savait. Il y a des programmes là qui sont déjà passés. Il y a des programmes qui ne sont pas encore établis, mais on a dit on va être complète au début et après on peut rédiger un peu. Alors, au premier, c'est le budget de santé du gouvernement. Après, on a les gratuités, les initiatives de gratuité. En Sierra Leone, c'est les femmes enceintes, allaitantes et les enfants, moins de 5 ans. Régime d'assurance maladie qui n'est pas encore fonctionnel, mais on a quand même rempli les feuilles. Qu'est-ce que c'est prévu pour ça? Le financement basé sur la performance, qui en fait était déjà terminé, mais ce n'était pas clair ce moment, est-ce que ça va continuer ou pas? Alors, on a inclus. Le programme de santé scolaire, programme de lutte contre les maladies du Fonds mondial, qui sont des gratuités aussi. La nutrition, c'est pareil. Et après, on a des programmes spécifiques sur le planning familial. On a les vaccins, la PEF, le PEF, et les régimes privés d'assurance maladie. On a vraiment utilisé le guide pour tout ça parce que personne d'entre nous a eu de l'expérience. On n'a pas eu une consultante, rien. Alors, pour chaque domaine, on a lu la description. Alors, après nous, on a rempli qu'est-ce qu'on a pensé. Et c'était vraiment bien qu'on a eu toutes les expertises de financement de santé du pays dans le même endroit. On se rencontrait chaque semaine, le vendredi, pour 2-3 heures. Et comme ça, petit à petit, on a rempli toute la matrice. J'ai déjà dit, on a utilisé ce modèle. C'était assez pratique et on a projeté le modèle de collecte de données et aussi le guide. Et on a juste changé un peu selon les besoins. Ouais. Alors, si on n'a pas connaissé la réponse d'un domaine ou si on n'était pas sûr, on a pris des devoirs en fait pour la prochaine semaine. Et ça, c'était selon les capacités aussi. Alors, soit on a besoin de plus d'informations, plus de données, soit on a besoin de petites requêtes sur le SNIS. Mais on est retourné la semaine après pour remplir tous. J'ai déjà expliqué, les programmes étaient un peu un mélange des grandes, des petites, très verticaux et tout, et des programmes potentiels en cours. Après, pour le rapport, on a agréé les dispositifs sous 3 grands ensembles. Et ça, c'était aussi la recommandation de l'OMS, en fait. Alors, on a utilisé le budget national. On a décrit le budget national, les gratuités et les programmes verticaux qui sont financés par des bailleurs la plupart du temps. Et c'est ça ce qu'on a dans les rapports maintenant. La prochaine, je pense que ça ne marche plus. Merci. Comme on a dit, l'OMS à Genève, ils nous ont aidés à faire le Sankey diagramme avec notre compte de santé. Nous, on a ajouté un autre diagramme, c'est la prochaine dia suivante. Merci.
On a fait notre propre cube pour la CSU, on est très fiers de ça. On a dessiné toutes les maladies et comment ça marche avec le cube. On a aussi ajouté ça dans le rapport. Prochaine, suivante. Merci. Alors, juste pour faire une petite synthèse, le défi qu'on a eu, c'était, on a eu pas mal de discussions sur les définitions et les classifications des régimes, et notamment le financement des programmes externes et aussi notre propre programme, comme les gratuités. Si je dis les programmes externes, c'est plutôt les programmes verticaux. Alors, comment ça se définit? Ce n'était pas très clair et ce n'était pas toujours écrit. C'était plutôt dans les têtes des différents champs et ça a eu beaucoup de divergences aussi. Mais ça aussi, c'était une recommandation après pour réduire la fragmentation. J'ai dit, il n'y a pas de politique écrite sur quelques régimes. Et alors, vraiment, pour nous, qu'est-ce qu'on a réalisé? C'est mieux de commencer très complète. Après, on peut faire des synthèses. Nous, on apprend du temps pour faire de la recherche, pour remplir ça proprement. Et c'est pour ça aussi, on a pris quelques semaines. Chaque semaine, on se rend compte, c'est la régularité. Ça nous a beaucoup aidé. On a déjà commencé pendant cette phase à noter mentalement les lacunes pour la Sierra Leone, ce qui nous a aidé après pour les 33 questions. Et les restes, je pense que c'est déjà dit. Le bon secrétariat, ça nous a aidé pour noter toutes les recommandations et tout. D'accord. Après, un autre point qui est important, pas vraiment pour l'étape, mais surtout pour l'acceptance après, d'où les gens dans l'équipe, ils ont régulièrement fait un rapport à ces hiérarchies. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous avons trouvé et tout. Et ça, plus tard, ça nous a aidé à donner de crédibilité pour la matrice et aussi à faire avancer les recommandations. Je fais l'étape 2 aussi, d'accord. Alors, suivante, s'il vous plaît. Après, nous avons pris presque 3 mois, en fait, c'est 2 mois et demi, quelque chose, pour répondre aux 33 questions. Mais il ne faut pas oublier, on n'a pas une consultante, on a fait ça en addition de notre charge de travail normalement. On a eu le responsable du budget du ministère juste pour des sessions très spécifiques parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps. Alors ça nous a aidé aussi. On a, dépendant de sujet, on a ajouté des experts. Le processus était resté le même. On se rencontrait chaque semaine et on fait notre évaluateur principal. Il nous a donné de l'eau, du thé, des biscuits. Ça nous a encouragé aussi. Ouais. Alors, encore une fois, on a utilisé le guide. Ça, c'est page 22 dans le guide. Vous avez déjà eu, voilà. C'est toutes les questions. On a lu le contexte de la question. Après, on a discuté ensemble, qu'est-ce qu'on pense, on est dans quel stade, quoi. On est en progression, on est établi, on a avancé. Je veux juste aller vers quelques questions où nous avons eu des problèmes. On peut avancer. Encore. Oui, alors, on a lu les descriptions de tous les niveaux. Après, on a fait une décision. Mais il y a eu des questions un peu plus faciles, des questions un peu plus difficiles. Et je veux bien expliquer un peu plus. C'est la suivante. Suivante, merci. Oui, alors, avant qu'on va chez les questions. Pour chaque domaine, il y a à la fin une sommaire pour toutes les recommandations. Là, on a déjà, cependant des discussions, on a déjà noté toutes les recommandations qu'on a discutées. Et en fait, maintenant, je me dis qu'on aurait dû passer plus de temps sur ce sujet et sur cette sommaire, parce que là, c'était vraiment l'intégrale après du rapport. Et on n'a pas assez de temps sur ça, en fait. Voilà. On a eu un peu de tout. Des questions où nous avons eu beaucoup de mal. C'est la question 2.2. Dans quelle mesure le financement public des dépenses de santé est-il prévisible sur plusieurs années dans votre pays? J'imagine que c'est une situation un peu similaire chez vous, mais en Sierra Leone,
le niveau global est relativement prévisible, mais c'est plutôt les salaires. Et dans les différentes lignes budgétaires individuelles, en fait, c'est très peu crédible. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, en global, c'est prévisible, mais après, on les détaille, c'est difficile à faire des plans. Après, on a choisi ici qu'on est établi, mais peut-être on aurait dû dire on est moins établi. On peut avancer. Ça, c'est les questions 2.3 où je pense que notre contexte a conduit à des évaluations un peu plus élevées qu'elles n'auraient dû être. C'est la question, quel est le degré de stabilité du flux de fonds publics vers les prestataires de soins de santé? En Sierra Leone, en général, c'est très faible. Alors, les prestataires, ils attendent presque nul, ce qui est en global stable. Mais est-ce que c'est bien si les attentes sont zéro? On n'est pas clair. Hein? Mais au moins, c'est chaque année, c'est la même chose, quoi. C'est pas beaucoup. Alors, nous, on est progressing, on est en progression, mais peut-être vraiment la situation est plutôt émergente. La suivante, c'est notre question. Dans quelle mesure les différentes sources de revenus sont-elles mobilisées de manière progressive? Là, on a discuté pendant des heures et des heures, parce qu'en Sierra Leone, les données qu'on a pour les dépenses de ménage, ils montrent qu'en fait, ça semble progressif. Les riches dépensent plus que les pauvres, mais peut-être c'est juste parce que les pauvres, ils n'ont pas les moyens pour dépenser pour la santé. Alors là, on a discuté, on a regardé les données. Finalement, on a décidé d'émerger à cause de ça. On a aussi pas mal discuté sur la progressivité des impôts. Les impôts sont progressifs, mais après aussi en Sierra Leone, il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup des échappatoires des riches qui profitent pour ne pas payer les impôts, quoi. Et ça aussi, est-ce qu'à la fin, ça c'est progressif ou pas? On n'est pas trop clair. Alors, les questions, ce n'est pas toujours très évident. On avance. Merci. Après, il y a des questions où la politique et les soins prennent parfois le dessus. Ça, c'était la question 3.1. La stratégie de votre pays en manière de mise en commun des ressources tient-elle compte de l'expérience acquise et des données recueillies à l'échelle internationale? Alors, la Sierra Leone, on a un compte trésorerie unique qui est généralement respecté, mais par exemple, les hôpitaux, ils n'y versent pas leurs recettes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour notre notation? Est-ce qu'on est progressé? Est-ce qu'on est établi? Après, il n'y a pas d'autres mécanismes de mise en commun des recettes, c'est que ça. Est-ce que la notation établie est justifiée? On a eu un vote sur ce sujet dans l'équipe. On a voté, on va mettre l'établi. Plus tard, il a été contesté par un examinateur externe de l'OMS. Et on a encore discuté. Mais en fait, on a encore décidé qu'on va rester établi. Et c'était une décision de l'équipe, quoi. Alors, à la fin, ça reste un document du ministère. Et c'est eux qui prennent les décisions. Après, on a eu question 5.4 qui parle des frais d'usager. Est-ce qu'ils sont conçus pour s'assurer que les obligations financières soient claires et s'accompagnent des mécanismes de protection pour les patients? Alors là, on se dit, ça existe théoriquement. Est-ce que c'est dans la pratique aussi? Probablement pas. Il y a beaucoup de gens qui payent extra, qui ne savent pas. La population est majoritairement analphabète. Est-ce qu'ils comprennent ce qui est écrit et tout? On n'était pas trop clair. On a quand même mis établi, mais peut-être maintenant, on aurait dû mettre un peu plus bas, notation un peu plus bas. Après, il y a aussi des questions auxquelles c'était très facile à répondre. Les mécanismes d'achat favorisent-ils la qualité des soins? C'est question 4.3. Et en fait, on n'a pas vraiment des mécanismes d'achat, alors c'était évident. On a gagné du temps et on a eu plus de temps pour discuter sur les autres questions après. Après, il y a eu des questions où nous avons pris la décision d'être plus conservateurs dans notre classement. La question 5.2, c'est un exemple. Les décisions concernant les services qui doivent être financés par des fonds publics
sont-elles prises de façon transparente et suivant des processus et des critères clairement définis? Nous, on a dit, je pense qu'on est en progression et établi, mais en restant prudent, on a choisi en progression et comme ça aussi, on a la chance d'améliorer d'une année à l'autre et de montrer un peu qu'on fait du travail sur ça. C'est juste le sommaire, ce que nous, on pense que nous avons fait du bien. Nous avons pris notre temps. Ça prend 2-3 mois, tout le processus. Après, on a écrit le rapport. Ça a encore pris du temps. L'équipe principale était composée de personnes très engagées, passionnées. Et surtout, l'évaluateur principal, il est très ouvert, très déterminé et tout. C'est dommage qu'il n'est pas là, mais il parle français. Alors, c'est pour ça, c'est moi qui est là. Nous avons maintenu rigoureusement le calendrier des réunions hebdomadaires. On a vraiment eu la régularité et ça nous a aidé beaucoup. De chaque semaine, on a su que ça se passe. C'était la priorité. On a eu un bon processus de recherche du consensus. On a pris le temps aussi pour avoir un consensus entre l'équipe. Et après, j'ai déjà dit, on a eu des cafés été chaque fois. Et à la fin aussi, nous nous sommes amusés beaucoup ensemble à discuter des questions très techniques. C'était une opportunité pour nous, pour aussi approfondir notre propre connaissance du financement de santé et de l'apprendre de l'un des autres. Ce que nous ferions différemment, ce qu'on n'a pas fait, c'est organiser une autre réunion pour discuter après réalisation des examens externes. Alors, nous avons fait ça de manière informelle ou par courrier et ça n'a pas permis d'avoir suffisamment de discussions. C'était un peu difficile et on aurait dû faire ça différemment. On n'a aussi pas fait un atelier dédié à la validation parce qu'on n'a pas eu de budget en fait. Et je pense que là, maintenant, peut-être une prochaine fois, on aurait dû organiser une. Mais on peut toujours rattraper ça. Après, on a fait des présentations individuelles aux directions des autres dirigeants. On aurait pu faire ça mieux et un peu plus organisé. Parce que je vais parler plus de ça plus tard dans l'atelier, mais notre rapport, il y a beaucoup de recommandations, ce n'est pas très structuré. Et comme ça, c'est un peu difficile pour les décideurs de choisir qu'est-ce qui est vraiment, où ils sont vraiment impliqués. Merci. C'est les expériences de la Sierra Leone. Alors, pour la petite présentation de Quentin, Quentin Baglione est économiste de la santé. Il est spécialisé en études de coûts des services de santé, spécialisé également dans toutes les questions relatives aux mécanismes de paiement des prestataires et au modèle de financement des soins de santé primaires. Et il travaille également sur les chaînes d'approvisionnement des médicaments et des dossiers d'investissement en santé, et il aime beaucoup boire de l'eau avant de parler. Donc voilà, pour la petite présentation de Quentin. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'utilisation que nous, on en a fait de la matrice en tant que consultant. C'est un partage d'expérience, ce n'est pas tout à fait l'utilisation originelle, on va voir les différences, mais ça permet de passer un peu en revue la matrice et la logique de la matrice. Très rapidement, on va regarder le contexte d'application de cette matrice pour nous, les différences avec l'application originelle. On va discuter de l'étape 1, mais très rapidement, puisqu'on est plutôt sur l'étape 2 ici. Les résultats de l'étape 2 pour nous, donc l'évaluation à proprement parler, et puis on va donner nos commentaires et avis modestement sur la matrice. Alors, la matrice pour nous, elle est appliquée par une équipe de consultants. On l'applique sur 2 pays ici qu'on va vous présenter, un peu fusionnés, parfois séparés. On essaie de présenter ça de manière un peu intéressante. Et on n'est pas sur des pays d'Afrique subsaharienne, malheureusement. Alors, on a 2 études. Une première étude où on a un bailleur de fonds qui nous demande de faire une revue du financement de la santé et des réformes en cours. Donc nous, ça c'est notre mandat qui nous est donné, revue du financement de la santé et des réformes en cours. Dans l'étude B, on a en fait comme mandat en tant que consultant dans l'autre pays d'évaluer le modèle de financement et de proposer un nouveau modèle de financement qui promeut les dépenses efficientes et réduit les paiements directs des ménages.
Donc ça, c'est les objectifs des études dans lesquelles on se place. Et si vous prenez l'étude B, l'objectif B, ça veut dire que nous, on ne va pas appliquer la matrice sur tout, mais on va se focaliser sur deux objectifs, l'efficience, qui est un objectif intermédiaire, et sur la protection financière, qui est un objectif final. Donc, ça va être ça le focus qu'on va mettre, ce n'est pas de tout passer en revue, mais de vraiment s'intéresser à ça, puisque c'est ça qu'on nous demande sur l'étude B. Et les méthodes, c'est quoi? Évidemment, analyse documentaire, on a la matrice, on fait des entretiens avec les parties prenantes et on fait surtout des visites et des entretiens dans les formations sanitaires pour toujours vérifier ce qu'on nous dit au niveau central. Mais ça, c'est personnel. Alors, la différence avec l'application de la matrice telle qu'elle est originelle, en tout cas, nous, c'est notre compréhension. Encore une fois, on parle sous le contrôle des experts ici, mais nous, on l'a appliquée en tant que consultant, évidemment, en collaboration avec les ministères de la Santé et des Finances, mais c'est les consultants qui l'appliquent en collaboration. Ce n'est pas le leadership du ministère de la Santé ou des Finances. On l'a fait en quelques semaines dans un objectif de revue et d'évaluation pour un nouveau modèle de financement, comme on l'a dit, pas dans un objectif d'évaluer des progrès vers la CSU. Et puis les résultats, c'est d'identifier, quantifier si possible les inefficiences et les dépenses directes des ménages, enfin contributions, et non pas d'aller classer à chaque fois dans 4 niveaux. Donc, on a un peu biaisé évidemment l'utilisation pour nos études. L'étape 1, très rapidement, c'est une étape que vraiment on vous incite, en tout cas sur base de notre expérience, à passer beaucoup de temps, parce que si vous faites bien l'étape 1, en tout cas pour nous, ça nous a pris beaucoup de temps. Une fois qu'elle est faite, ça vous facilite grandement l'étape 2, l'évaluation à proprement parler. Et puis enfin, la matrice, elle fournit un cadre, mais notre expérience à nous, dans notre utilisation, il faut développer votre propre cadenas avec vos questions d'évaluation spécifiques. D'accord? En tout cas, nous, c'est notre leçon. C'est que c'est un cadre, c'est un outil, mais c'est aussi à nous de… la matrice ne peut pas et ne doit pas vous empêcher de réfléchir par vous-même. La matrice aussi, elle a cet avantage avec les questions d'évaluation notamment, d'optimiser les visites des prestataires parce que vous allez pouvoir affiner les outils de collecte et les canevas de collecte, par exemple dans les entretiens au niveau central, dans les visites, etc., puisque vous avez déjà une base sur laquelle travailler. Alors, en termes de résultats, si on reprend les 6 grands domaines, nous, on met ici juste des questions. Dans les questions qu'on vous met ici, c'est juste pour illustrer. On va aller beaucoup plus loin et c'est un résumé, évidemment. Il y a 2 études ici, donc c'est très, très résumé. Une des questions, par exemple, en termes de politique de financement de la santé et gouvernance, le premier domaine que vous avez dans le manuel, est-ce qu'il existe un énoncé de politique sur le financement de la santé guidé par les objectifs? Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, on a d'abord, avant de regarder la politique de financement, on s'est intéressé à la stratégie nationale de santé. Et on a dit, que nous dit la stratégie nationale de santé? Dans un pays, la stratégie nationale de santé réfère directement à 3 objectifs de la CSU. Et au-delà de référer, qu'est-ce que ça dit? Quelles sont les interventions qui sont prévues? Comment on permet? Quel est le plan du gouvernement pour aller vers ces objectifs? Dans un autre pays, dans le deuxième pays, on n'a pas du tout de référence aux objectifs de la CSU. Donc, on a un plan pour 15 ans qui vient et on ne réfère pas aux objectifs de la CSU. C'est important pour les 2 études en réalité. Nous, ce qui nous embête un peu, c'est que quand on regarde ces pays et qu'on les compare à des pays similaires, on a des pays qui dépensent beaucoup pour leur santé. Et aucun de ces 2 pays ne font de référence dans leur stratégie au contrôle des coûts. Donc ça, c'est une première indication, en tout cas quelque chose qu'on garde à l'esprit. Aucun des 2 pays n'a de politique ou de stratégie de financement de la santé. Donc, on a simplement une stratégie nationale de santé. Et puis, évidemment, on va au-delà de la question. Il y a beaucoup de questions qui sont ici, mais on s'intéresse au cadre réglementaire et légal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des pays où on a des textes anciens, peu adaptés, qui sont clairement un obstacle dans certains cas. Et l'autre pays qui est très dynamique, qui met régulièrement à jour ces textes et auquel ce n'est pas un obstacle en réalité de changer le montant des contributions de l'assurance maladie, etc., puisque ça évolue régulièrement. En termes de mobilisation des ressources, un exemple de question que vous avez dans le manuel, c'est les sources de revenus sont-elles mobilisées de manière progressive? Donc nous, on essaie dans l'objectif de la revue qu'on a vu tout à l'heure, on regarde un peu les sources, modalités, mécanismes de financement.
taxes directes et indirectes, cotisations à l'assurance maladie, ménage, aide extérieure, donc les choses assez classiques. Ce qui va être intéressant pour nous, surtout si on veut parler d'espace fiscal après, de comportement, il y a une autre question qui porte sur le comportement. Est-ce que les taxes influencent le comportement? C'est dans les deux pays, il y a peu ou pas de taxes qui sont liées à la santé. Donc, on ne taxe pas l'alcool, le tabac, on ne taxe pas les produits transformés, etc. Et il n'y a pas de taxes spécifiquement allouées à la santé. Dans des pays qui ont été très affectés par le VIH avant, etc., il y a des lévies 1%, il y a des taxes spécifiques de douane, il y a des choses. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a des pays qui sont des très bons exemples. Je sais au Rwanda, parce que j'habite au Rwanda, il y a beaucoup de taxes qui financent l'assurance maladie, qui sont très spécifiques. Ces deux pays n'utilisent pas ces mécanismes. Et en termes de cotisation à l'assurance maladie, elles sont très faibles, soit forfaitaires ou 2%, et beaucoup d'exemptions, puisqu'il y a à peu près 30% de la population couverte qui ne paye pas de cotisation. Dans un pays, l'État paye des cotisations pour les exempter, mais à un montant très symbolique. Donc déjà, si vous reprenez la question là-haut, est-ce que les sources de revenus sont mobilisées de manière progressive en termes de cotisation? On voit que ce n'est pas le cas. On voit que ce n'est pas le cas puisque le même pourcentage pour tout le monde ou le même montant forfaitaire pour tout le monde, ce n'est pas progressif. En tout cas, sur les cotisations d'assurance maladie, on ne s'est pas intéressé, nous, aux impôts, mais ce n'est pas le cas. L'autre chose qui est intéressante ici dans l'analyse, c'est que vous voyez que ça, c'est des pays, je ne l'ai pas mentionné, mais qui ont des taux de couverture d'assurance maladie à plus de 80%, avec 30% d'exemptés. Ça veut dire, si vous reprenez le cube qu'on a présenté, vous avez, via l'assurance maladie, donné droit à une grande partie de la population à un accès. Mais la question, c'est comment on assure cet accès maintenant, puisqu'on a donné l'accès à tout le monde, avec 30% d'exemption. On n'est pas en train de dire que tout doit être financé par l'assurance maladie. Il n'y a jamais une assurance maladie qui finance tout sur base des cotisations. Mais il faut dire que si on donne accès à la plupart de la population, il faut à un moment donné qu'on ait les moyens de financer ces soins-là. En termes de mise en commun des ressources, une des questions qu'on a posées, mais il y en a encore une fois plusieurs, c'est un exemple. Quelles mesures sont en place pour résoudre les problèmes liés à des pools fragmentés? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux pays qui ont des visions très différentes de l'assurance maladie. Il y a un premier pays dans lequel il y a un véritable fonds national d'assurance maladie qui collecte les cotisations, qui a l'allocation du ministère des Finances, tous les mécanismes de couverture, tous les niveaux, toutes les dépenses, y compris les salaires. C'est-à-dire que les salaires qui sont payés à des quasi-fonctionnaires transitent par l'assurance maladie. Ce n'est pas payé directement par le ministère des Finances. Donc, il y a un très gros pooling. Tout est rassemblé sous un seul chapeau. Dans le deuxième pays, l'assurance maladie, ce n'est pas un fonds, ce n'est pas un fonds à part entière. L'assurance maladie collecte les cotisations, elle reverse au ministère des Finances et ça part au budget général de l'État. Et en réalité, la cotisation, elle donne accès aux formations sanitaires publiques à des prix réduits. Donc, j'ai payé ma cotisation, j'ai ma carte, je vais à l'hôpital ou au centre de santé, j'accède à prix réduit aux services publics, mais c'est mon seul droit que ça me donne. Et le PIB est intéressant parce qu'il y a une fragmentation structurelle existante en termes même de système de santé, au-delà du financement, puisque dans le PIB, j'ai deux systèmes de santé qui sont parallèles, qui sont en silo et qui ne parlent pas. Pourquoi? Parce que dans le PIB, j'ai des réfugiés. Les réfugiés, vous savez, avec UNRWA, ont leur propre système. Et donc, c'est complètement indépendant du système national. Et les salaires d'État, en plus, sont payés par le ministère des Finances, directement sans passer par le ministère de la Santé. Donc, fragmentation en plus sur le financement. En termes d'achat et paiement des prestataires, une des questions qu'on peut se poser, c'est de se dire, qu'on s'est posé, est-ce que les mécanismes d'achat favorisent la qualité des soins? On se pose la question dans un contexte ici, on a dit que c'est des pays qui dépensent beaucoup pour leur santé. C'est légitime quand le pays dépense beaucoup pour sa santé de se demander si on tient compte de la performance et de la qualité. Dans le pays A, le Fonds national, on l'a dit, c'est un vrai fonds national, c'est l'acheteur unique des prestations. Il n'y a rien qui passe dans le système de santé sans passer par le Fonds national d'assurance. Il achète les services aux formations sanitaires sur un modèle de capitation ajusté. Il y a une petite part de fee-for-service pour des services très particuliers. Et il achète des services aux pharmacies de détail.
Ici, vous voyez dans l'analyse et de ce qu'on essaye de faire nous en tant que consultants, que il y a quelque chose qui doit vous faire réagir ici, c'est que vous savez que quand vous regardez les paiements directs des ménages, dans tous les pays de manière universelle, c'est souvent composé des médicaments. Les médicaments représentent souvent une grande part des paiements directs des ménages. Ici, on est en train de se dire, tiens, j'ai un mécanisme un peu particulier où l'assurance paye même les médicaments. Donc, comment ça se fait que j'ai beaucoup de paiements des patients et que c'est ça que j'essaye de réduire en termes de protection financière, alors que l'assurance maladie paye ces médicaments? Donc là, ça doit vous interpeller. Vous allez aller creuser un peu pour comprendre pourquoi on a une dépense des médicaments élevée pour les ménages, alors même que l'assurance maladie couvre quelque chose. Dans le PIB, donc, le ministère de la Santé finance les formations sanitaires publiques. Il achète des prestations à l'hôpital privé quand ce n'est pas disponible dans le public. Et là encore, vous commencez à vous dire, mais est-ce que là, je n'ai pas aussi une raison pour mes dépenses des ménages? Si j'ai un ministère de la Santé qui va acheter les services pour moi quand je vais dans le privé parce que ce n'est pas disponible dans le public, comment j'arrive à avoir des dépenses des ménages qui sont élevées? Donc, sur le papier, c'est beau, mais il faut aller comprendre derrière nous pourquoi, malgré tout ça, on arrive encore à avoir des dépenses des ménages élevés, des paiements directs des patients élevés, pardon. Donc, il n'y a pas d'achat stratégique des services de soins au niveau santé primaire. Il y a dans les deux cas pas de considération de la qualité et de la performance et globalement pas d'achat stratégique malgré des niveaux de dépenses élevés. En termes de prestations et conditions d'accès, donc c'est le cinquième, c'est l'avant-dernier domaine pour nous, on se pose là une des questions parmi beaucoup qu'on s'est posées. Est-ce qu'il existe une série de prestations clairement définies pour l'ensemble de la population? Est-ce que c'est clair? Alors, on a un peu mixé les deux ici. Il y a un paquet de soins de base qui est relativement bien défini, assez clair. Il y a des paquets de soins supplémentaires en fonction de catégorie de population, de type de maladie, etc. Très larges, pas bien définis, surtout pour un pays, on ne sait pas. Dans un pays, les paquets ne sont pas disponibles publiquement, on ne sait pas ce qui est couvert. Dans l'autre, vous allez sur le site Internet, on vous dit c'est ça les paquets, et vous savez ce que c'est. Les tarifs sont clairs pour les patients, en tout cas pour les services couverts, les tarifs sont clairs et relativement abordables pour les patients. Dans les deux cas, ce qui est très grave et dans beaucoup de pays, c'est que les paquets ne sont pas costés. Donc, on a défini des paquets, on n'a pas de coût, on sait que probablement ça coûte trop cher par rapport à l'argent qu'on a disponible. Et donc, il y a un besoin de financement. Et parce que j'ai un besoin de financement, ça veut dire que j'ai les services qui sont censés être disponibles qui ne sont pas disponibles. Et j'ai donc des paiements des ménages. Ça, c'est encore un autre exemple. Comment j'arrive à avoir un paiement des ménages? C'est parce que mon paquet est beaucoup trop important par rapport aux ressources que j'ai disponibles parce que je n'ai jamais fait de costing pour savoir mes paquets. Un autre exemple, un partage d'expérience ici, parce qu'on fait des costings de services et des paiements des prestataires depuis 13 ans. Même quand les services sont bien définis, il y a beaucoup de pièges. Par exemple, ce que nous, on voit souvent, c'est que vous pouvez même, vous savez, il y a le bilan de base de laboratoire avec 6 analyses de base qui sont souvent faites. Même quand vous dites le laboratoire, c'est ça, le laboratoire, chaque test de laboratoire a un nombre de paramètres définis. Donc, si vous ne définissez pas le nombre de paramètres pour un test, comme le cholestérol total ou etc. partiel, vous avez des prestataires qui vont jouer sur cette absence de clarté pour aller charger encore les patients parce qu'ils veulent 6 paramètres et pas 3. Donc, même quand on a 6 tests de labo qui sont bien définis, s'il y a encore l'étape d'aller donner les paramètres, sinon vous allez avoir le problème parce que c'est un jeu malheureusement. Et alors, pour finir sur la gestion des finances publiques, la question, c'est est-ce qu'il existe une évaluation à jour sur les principaux goulots d'étranglement de la gestion des finances publiques? On a la chance d'être sur 2 pays qui ont une autre question, par exemple, c'est sur la prévisibilité des fonds. On a 2 pays qui ont des cadres des CDMT, cadres des dépenses à moyen terme sur 3 ans. Donc, vous avez sur 3 ans de la visibilité. Ils ont tous les deux une approche programme. Encore une fois, notre rôle, c'est d'aller au-delà, de dire est-ce que vous avez une approche programme, une classification programme pour votre budgétisation. Sur le papier, les 2 pays vont vous dire nous, on fait des budgets programmes. Très bien. Si vous allez un peu plus loin, vous allez percevoir qu'un des 2 pays ne fait que le prévisionnel, ne fait pas d'exécution en format programme. Vous savez que le format programme, le gros avantage normalement, on dit que le format, ça c'est je crois un des attributs, parce qu'on se réfère souvent aux attributs également, c'est qu'on peut mieux lier le financement avec les priorités du secteur de la santé.
Donc, c'est bien d'avoir une approche programme. Ça, c'est un attribut. Maintenant, si vous vous arrêtez au prévisionnel et vous ne faites pas l'exécution, vous n'avez pas gagné sur le papier grand-chose. Mais ça, c'est aller au ministère des Finances, poser des questions, demander les documents pour s'en apercevoir. Un autre aspect, c'est que, et ça fait partie, je crois, des attributs où c'est un aspect important, le ministère de la Santé, dans les deux cas, ne fait pas d'analyse à son niveau pour défendre son budget. Ça veut dire quand le ministère des Finances lui dit « c'est ça l'allocation qu'on peut vous donner », aucun des ministères de la Santé ne peut justifier, par exemple parce qu'il n'a pas fait de costing de ses paquets, qu'il a besoin de 200 milliards par an. Il est incapable de se connaître ses besoins, il n'a jamais estimé ses besoins, donc il prend ce que le ministère des Finances lui dit et il ne peut pas discuter de ça. Et ça, évidemment, ça va avoir un impact parce que ça veut dire qu'au final, les ménages vont payer. Il y a une revue des dépenses publiques dans les deux pays, mais il n'y a pas d'analyse de l'alignement ou des goulots d'étranglement de la gestion des finances publiques et du financement de la santé. Une revue des dépenses publiques, ceux qui sont familiers avec, vous l'avez par secteur, santé, éducation, etc. Ça ne va pas forcément au niveau de détail d'analyse de goulot d'étranglement. Dans les deux cas, il y a une transparence relative des dépenses de santé. Il y a des comptes nationaux de la santé, il y a d'autres documents dans un pays en particulier qui fait ça très bien. Mais il y a une certaine opacité sur la budgétisation puisque dans un pays, le budget de santé est publié très tard dans l'année, sans détail et pas de format public. Si vous vous référez au document, on vous parle aussi mais c'est la version en anglais, c'est Citizen Budget. Donc le budget, il est vulgarisé en fait pour les gens et ce n'est pas disponible ça dans les pays non plus. En termes de degré d'autonomie administrative et financière, c'est différent entre les deux pays. Nous, notre expérience, c'est qu'il faut toujours se méfier de ça. Vous savez, l'autonomie, c'est est-ce que quand par exemple, la formation sanitaire, le paiement des patients, est-ce qu'elle peut utiliser ces paiements directement? Est-ce que ça doit remonter au trésor, etc. Souvent, quand vous faites les visites et dans les pays, tout le monde a tendance à vous dire il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie. Notre travail à nous, c'est d'aller dans les textes. Que disent les textes? Que dit le ministère des Finances? Est-ce que c'est une autonomie effectivement managériale et financière qui n'est pas autorisée ou est-ce que c'est une croyance des formations sanitaires qu'elles n'ont pas le droit de faire quelque chose? Et enfin, pour terminer, donc c'est un outil, la matrice pour nous, qui est complet, qui est pertinent pour nous, avec un cadre, avec une vue d'ensemble, avec une évaluation complète et détaillée. Ça fournit des questions d'évaluation, on peut cibler les données à collecter, développer des outils de collecte pertinents en s'appuyant sur la matrice et en fonction des objectifs qu'on veut poursuivre. C'est un outil qui doit être contextualisé, on l'a dit. On se focalise sur les domaines qui nous intéressent, sur les objectifs de l'étude du pays en termes de CSU, par exemple. C'est qu'un outil, on doit l'adapter, le développer, le contextualiser au pays, au contexte dans lequel on est. Et on n'est pas obligé, en tout cas pour nous, d'utiliser l'entièreté, mais c'est une très bonne base de travail. Merci beaucoup. On a 15 minutes pour des questions et des réponses. Merci beaucoup. Je remercie les deux intervenants, en tout cas, pour leur brillant exposé. En fait, c'est des petites questions, parce que bon, moi, peut-être que je n'ai pas très bien suivi, je m'excuse. C'est sur le plan méthodologique, quoi. J'ai eu l'impression qu'ils n'ont pas détaillé cette partie, notamment si on devrait l'appliquer, ou là où ils les ont appliqués, quels auraient été les acteurs clés qu'ils ont interviewés, notamment au sein des ministères de la Santé et des autres ministères. Plus aussi, peut-être, les autres niveaux de la pyramide sanitaire, j'imagine. Et quel a été le degré, en tout cas, le poids en termes d'échantillon. De l'esprit aussi, depuis hier, moi, dans mon esprit, je pensais que c'est pratiquement du scoring qu'on devrait faire. C'est-à-dire, avec les critères, il y a des scores qu'on devrait donner. Mais tel qu'ils ont présenté les résultats, je me demande comment ils l'ont fait. Et l'autre chose aussi qu'on devrait se poser, il y avait un des intervenants qui l'avait dit, quel serait en tout cas le poids du bon sens dans l'appréciation des différents résultats. Et la dernière question, est-ce que forcément, il faut des évaluateurs externes? Est-ce qu'on pouvait, nous, acteurs du ministère, le faire en auto-évaluation? Merci beaucoup. Oui, merci Serge et merci à Naomi et à Quentin. Je pense que je voudrais juste demander d'abord pour la présentation de Naomi, quelle était d'abord la motivation
du pays pour pouvoir expérimenter l'utilisation de l'outil. Ça, c'était un. Et puis, à la fin, c'était quoi le outcome? Quand vous l'avez utilisé, qu'est-ce que ça a permis de faire? Est-ce qu'il y a eu une certaine appropriation par rapport à cet outil et qui a permis de pouvoir déclencher un processus au niveau de la Sierra Leone? Et aussi, en mettant en phase les deux expériences, je vois clairement que l'approche pays qui a été utilisée en Sierra Leone semble un peu différente de l'approche de Quentin, où c'était un groupe de consultants qui est venu appuyer le pays. J'ai envie de demander à Quentin, est-ce que les limites ou encore les difficultés qui ont été relatées par Naomi dans sa présentation ont été aussi perçues dans son expérience? Parce que je me dis, lorsqu'on est en groupe, la prise de décision sur un certain nombre d'attributs peut être difficile, mais lorsque on a la posture d'un consultant qui vient appuyer le pays, à un certain moment, on peut être un peu, je dirais, permettez-moi, directif, et surtout dans les choix des réponses, parce qu'avec le regard externe, c'est comme une notation du pays. Donc, est-ce que, en mettant les deux approches en phase, est-ce qu'il a eu les mêmes difficultés? Et enfin, nous, maintenant, en tant que pays, par rapport à ces deux approches-là, pour revenir un peu sur ce que mon collègue a dit, vers quelle direction on devrait aller? Et pour finir, Serge, je pense que si on regarde aussi l'expérience de Naomi, il y a eu des difficultés, même le budget pour pouvoir présenter le résultat à la fin du processus. Malgré qu'il y a eu un porteur de projet, qui était même, je dirais, le Premier ministre, qui est quand même un point très important que je souligne. Ce porteur du projet est fondamental dans la logique pays, mais je pense qu'il faut aussi qu'on ait une grosse, je vais dire, qu'on mobilise les ressources même pour pouvoir mettre en œuvre le processus. Donc, voilà un peu les points que je voudrais souligner par rapport à cette présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci aux deux présentateurs. On a eu deux approches qui nous permettent d'avoir une idée assez claire de l'utilité de l'outil. Je voudrais m'intéresser à la présentation, d'abord la présentation de Quentin. Il y a vu qu'ils ont exploité quelques questions, juste en les contextualisant. Bon, je voudrais m'assurer si, dans le développement de ces questions, ils se sont intéressés aux questions spécifiques qui sont posées au niveau de la matrice. Et pourquoi, s'ils ne l'ont pas fait, pourquoi? J'ai compris quelque part qu'ils sont limités aux objectifs de leur étude, mais est-ce que les questions spécifiques qui sont développées dans la matrice ne permettent pas de conforter un peu les objectifs assignés par l'étude? Maintenant, au regard des résultats qu'ils ont obtenus, il a mis l'accent sur l'utilité de l'outil, mais aujourd'hui, en termes de recommandations à l'OMS, quelles sont les recommandations qu'il peut formuler à l'endroit de l'OMS pour pour toute étude ou toute évaluation, quand même, il y a des limites que l'étude peut relever par rapport à la méthodologie ou l'outil qui est utilisé. Pour la Sierra Leone, on a vu que le processus est porté par le niveau politique et après, quelle est la suite de ce processus, comme mon président vient de le demander? Est-ce qu'il y a eu, à la suite de ce travail, quelque chose qui a bougé au niveau du pays en termes de prise de décision? C'est ça qui est essentiel pour nous. Merci. OK. À mon tour, je voudrais aussi féliciter les deux présentateurs. Mes premières questions sont à l'endroit de Noémie. Voilà. J'ai vu que le processus en Sierra Leone a essentiellement reposé sur les acteurs nationaux. Et dans la présentation, j'ai pu lire qu'après, il y a un évaluateur externe qui a été introduit. Donc, je voulais savoir à quel moment il a été introduit. Est-ce que c'est en cours de processus ou est-ce que l'équipe nationale avait totalement fini le document et lui, il n'a fait que faire un contrôle qualité ou une vérification? Voilà. Donc, je voudrais bien comprendre le rôle de cet évaluateur.
Et la seconde question, c'est, j'ai pu lire que le rapport a été publié, je crois, en avril 2022. Donc là, on est en décembre, non, en novembre. Voilà. Est-ce qu'à ce jour, on a une étape après évaluation? Est-ce qu'on a, par exemple, en termes de suivi, de mise en œuvre des recommandations, est-ce qu'on sent que les choses sont en train de bouger ou est-ce que le pays est engagé dans la mise en œuvre des recommandations? Donc, concernant Quentin, j'ai pu voir qu'ils ont effectivement identifié quelques questions qui ont été utilisées pour les études. Donc, ce qui m'amène à me poser la question suivante. Est-ce qu'on peut supposer avoir utilisé la matrice en isolant juste quelques questions? Et si oui, est-ce qu'il n'y a pas un risque? C'est-à-dire, parce que moi, dans ma compréhension, lorsqu'on utilise la matrice, il faut faire l'étape 1 intégralement, l'étape 2 intégralement, administrer les questions, c'est-à-dire passer en revue tous les attributs. Donc, de manière conceptuelle, et ça peut-être que Bruno aussi peut répondre, est-ce qu'on peut imaginer prétendre avoir administré la matrice en faisant, par exemple, uniquement l'étape 1, selon les besoins du moment, et tirer des recommandations, ou faire uniquement l'étape 2? Parce que je veux bien comprendre cet aspect-là également. Merci. Merci. Merci pour toutes les questions. Je pense qu'il y a des questions qui vont être couvertes plus tard dans l'atelier. Moi, j'ai une autre présentation jeudi qui parle un peu plus du motivation pour la Sierra Leone, aussi qu'est-ce qui s'est passé après. Alors ça, on va parler un peu plus juste dans quelques mots. Vraiment, pour nous, on a vu cet outil, on a pensé que c'est vraiment utile pour nous où on est maintenant. Donc, Amara, il était chargé d'établir cette assurance maladie. On a eu beaucoup de critiques de l'OMS sur ce régime qui nous ont dit qu'en fait, ce n'est pas pratique, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le chemin à prendre. Et alors, pour lui aussi, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette assurance maladie pour que ça contribue au chemin du CSU, pour que ça serait inscrit et tout. Et on a trouvé que l'outil, ça donne quelques réponses, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut adapter. Et pour moi aussi, comme conseillère ou vice-présidente, il a demandé qu'est-ce qu'on va faire pour faire du progrès. Et moi, j'ai eu une connaissance très profonde de la Sierra Leone, mais pas vraiment internationale. Quelles sont les évidences, les preuves? Alors, pour moi aussi, ou pour nous qui étaient cherchés avec ce fichier de recommandations, c'était d'utiliser la matrice pour mieux faire des recommandations au niveau des vice-présidents. Qu'est-ce qu'on va faire plus après? C'est quoi les recommandations? Alors, juste bref, c'est ça les recommandations et l'outcome, qu'est-ce qu'on le suivi et tout, on va parler un peu plus peut-être jeudi. Les acteurs clés, c'était une question et aussi le poids des champions. Pour moi, la matrice, c'est vous les experts pays. Alors, c'est vous qui devez décider c'est qui les acteurs qui sont vraiment importants et qui doivent être là pendant le processus, qui doit être là en termes d'avoir des recommandations, recevoir des recommandations, faire bouger les choses. Et c'est vous aussi qui connaissez mieux c'est qui les décideurs clés, c'est qui fait les décisions au niveau du ministère, au niveau du gouvernement. Et c'est ces personnages on doit impliquer quoi, dans le processus, soit dans l'équipe qui fait le travail, soit dans l'équipe qui fait les revues, soit dans l'équipe qui fait la validation. Il faut décider ça quand on commence. L'évaluateur externe, pour nous, on a fait tout le travail. Après, on a impliqué l'OMS Genève pour une revue pour la qualité de la matrice et aussi l'expert international au niveau du pays qui connaissent le système. Alors, on a eu deux évaluateurs, un qui connaissent très bien la matrice, c'était Mathieu en fait, et l'autre c'était au niveau du pays qui connaissent très bien la pays. C'est eux qui nous ont donné du feedback. Je pense que j'ai tout couvert. Ok, ça va. Merci beaucoup. Juste pour reprendre les questions un peu dans l'ordre.
les acteurs clés, je suis assez d'accord avec Noémie. Ça, c'est à vous je pense, c'est vous qui connaissez mieux le pays. Nous, en termes d'entretien, ça a été fait au niveau central avec le ministère des Finances, avec l'assurance maladie quand elle est très, très forte, ou le département d'achat des services en français, du ministère de la Santé. Donc, ministère de la Santé, ministère des Finances, assurance maladie et les structures de santé directement. Il n'y avait pas trop de niveaux décentralisés dans la décision et dans les flux financiers, donc on n'est pas allé dans les niveaux décentralisés. Il y a une question quand même qui a été portée sur le fait qu'on n'a pas utilisé les scores. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer au début. On n'a pas utilisé la matrice comme elle est initialement prévue. On a tordu un peu l'utilisation pour nous. Donc, on n'est pas allé mettre de système de score de 1 à 4 ou de ranking. Donc, effectivement, on n'a pas fait le score et ça, c'était une des différences. Une des questions sur le poids du bon sens, comme dans beaucoup de choses, il y a beaucoup effectivement de bon sens dans ce qu'on doit faire. Et là aussi, est-ce que ça peut être fait par directement le ministère de la Santé, le ministère des Finances, sans passer par un consultant? Oui, je pense que c'est le cas de Noémie. Ça peut être fait comme ça sans consultant. Est-ce qu'on arrive à dégager du temps suffisant pour le faire? C'est souvent ça. En tout cas, moi, c'est ça l'expérience. C'est qu'on va dans les pays et on a des ministères de la Santé qui sont surchargés. Parfois, il y a très mauvaise communication avec le ministère des Finances. Ce n'est pas nouveau. Il y a des difficultés de relation entre la santé et les finances. Et le consultant peut aider à mettre un petit peu à coordonner ou en tout cas à mettre les gens autour de la table de manière plus neutre. Mais ça peut être fait pour moi tout à fait, mais c'est juste un avis, par directement les pays, à condition de pouvoir dégager du temps pour le faire. Et c'est assez demandeur quand même si c'est en version allégée. En termes de limites et difficultés pour nous, oui, c'est celles qui ont été soulignées par Noémie également. Nous, l'utilisation qu'on en a faite fait qu'on a travaillé avec, donc c'est différent, on a fait des entretiens avec tout le monde. À la fin, nous, on a fait ce qu'on appelle une analyse de situation, pardon, et on a dit, en fait, ça, c'est le constat qui est là, en reprenant tous les domaines. Et on a partagé l'analyse de situation et on a demandé en fait au ministère de la Santé et des Finances de se positionner sur l'analyse de situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces constats, surtout sur ce qui nous intéresse quand c'est protection financière et efficience des dépenses. Et après, c'est en fonction du positionnement qu'on va affiner, nous, notre analyse. Mais encore une fois, comme on n'est pas dans le donner un score, ça allège beaucoup en fait le processus. Est-ce qu'une autre des questions qui était posée ici, c'était par rapport aux questions d'évaluation. Moi, je vous ai montré pour chacun des domaines un exemple de questions, mais c'était pour illustrer, évidemment, qu'on a utilisé plus de questions que ça, mais on a aussi défini nos propres questions. Et c'est ça que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Surtout dans l'utilisation que nous, on en a fait, on peut définir nous-mêmes nos questions. Et par exemple, une des questions que j'ai présentées tout à l'heure, c'était sur la progressivité des revenus ou de la collection des revenus. Est-ce que c'est progressif? On a dit les cotisations, si elles sont à 2% pour tout le monde ou un montant forfaitaire, ce n'est pas progressif. D'accord? Mais vous comprenez bien que ça, c'est un exemple. Nous, en termes des deux objectifs qu'on a, ça ne nous intéresse pas beaucoup, ça. Ça, c'est des questions d'équité, c'est des questions d'autres objectifs. On peut se poser la question, ça va un impact sur peut-être l'espace fiscal à la fin, mais ce n'est pas une priorité pour nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'est pas intéressé à ça du côté des impôts. Donc, on a illustré, etc. On a développé beaucoup de questions nous-mêmes. C'est ça la différence avec, on n'a pas appliqué en tant que tel. On a peut-être développé 40% des questions nous-mêmes. Au-delà de ça, ou alors de manière beaucoup plus précise, parce qu'on est aussi sur des pays un peu différents. Et puis pour terminer, peut-être, je crois qu'il reste une question, enfin deux questions. Est-ce qu'on peut faire l'étape 2 sans l'étape 1? Bon, nous, on n'est pas experts de la matrice, etc. Ce qu'on a fait en tout cas, c'est de dire non, pour nous, il faut vraiment faire l'étape 1 correctement, parce que si vous vous lancez dans l'étape 2 sans avoir fait l'étape 1, ça va être un chaos. Et donc, il vaut mieux prendre le temps et ça va vous simplifier l'étape 2 de toute façon. Ce n'est pas du travail qui est perdu de toute façon. Et puis, dernière question, je crois. Est-ce qu'on a des recommandations à l'OMS?
Bon, nous, ça nous embête de donner des recommandations parce qu'on n'a pas utilisé la matrice comme elle est censée être utilisée. Donc, on a du mal à donner les recommandations. Peut-être l'avis, en tout cas, que je peux vous donner un peu en deux parties, c'est que, en fait, comme tous les outils, c'est bien parce que c'est standardisé, mais ça, l'inconvénient des outils standardisés, c'est que c'est très général. Et qu'en fonction, ça, ce n'est pas des pays, ce n'est pas des pays d'Afrique ici. Et donc, il y a sur certaines thématiques, certaines questions, ce n'est pas forcément pertinent, on n'est pas sur le même aspect, même si c'est censé être utilisé sur l'ensemble de pays. Il y a vraiment des questions et des domaines qui sont plus spécifiques, ou dans certaines régions, c'est un peu moins pertinent. Et donc, pour nous, on a vraiment mis, ça c'est l'inconvénient de tout outil standard, c'est qu'à un moment donné, quand c'est standard, mais ça coince un peu sur certains domaines. Ce n'est pas insurmontable, c'est une bonne base de travail. À nous de réfléchir. Encore une fois, ce n'est pas lié à cet outil. Tous les outils sont des outils et c'est ce qu'on en fait et derrière qui compte. Mais ce n'est pas vraiment une recommandation puisque de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'on a utilisé nous. Voilà, merci. Merci beaucoup à Quentin et à Noémie. Il y a une question en rapport avec l'OMS. On va demander à Bruno s'il a des éléments de réponse. Oui, je voulais juste répondre à cette dernière question. Donc, la question, je pense que c'était Samuel qui disait, est-ce que faire une application comme Quentin l'a faite, est-ce une application de matrice? Non, je veux dire, mais son application… C'est Eymar, hein, c'est pas Samuel. Ah, pardon. Eymar, excuse-moi. Ouais. Je savais que ça venait de la Côte d'Ivoire, je pense. Hein. Donc, juste pour dire non, mais why not? Pourquoi pas? Ce qui est important, je pense, c'est qu'on amène toute la communauté de l'expertise en financement de la santé à voir la problématique du financement comme une problématique systémique. Sortir de l'approche dispositif isolé où je ne m'inquiète que de ma politique de gratuité ou que de mon FBR, etc. Et c'est là où l'OMS veut amener la communauté internationale. Et donc, nous, quand on voit des experts comme Quentin qui spontanément, de leur côté, qui font un travail qui n'a rien à voir avec il n'était pas mandaté par l'OMS, c'est par d'autres agences. Et spontanément, il fait la démarche de dire « Ah, je vais aller prendre dans l'outil de l'OMS ces questions parce qu'elles me permettent de structurer l'analyse », on est bien sûr très content parce que ça valide le côté technique de l'outil et l'approche. Et donc, on est en train de constituer une communauté d'expertise. Et donc, quand on a travaillé, Quentin, sur tout à fait une autre problématique, et puis il m'a raconté qu'il avait utilisé la matrice dans des missions, je dis « Ah, mais ça, tu viens à Dakar, et nous, ça nous intéresse que tu partages ton expérience. » Donc, ça va se passer. Vous allez voir, parce que vous n'êtes pas qu'en dialogue avec l'OMS. L'OMS, on propose la matrice pour… Et effectivement, dans cette démarche-là, nous, on veut l'implication de toutes les questions, les 33 questions, et on a une démarche très spécifique. Noémie aussi nous a dit, en Sierra Leone, on a fait un peu différemment. Ça nous va très bien aussi, même si cette adaptation n'est pas exactement ce qu'on a recommandé, ça nous va quand même. On n'est pas non plus dogmatique, d'accord? Mais vous allez avoir parfois des agences comme l'Union européenne ou l'UNICEF qui disent « Tiens, on a besoin de faire une petite analyse spécifique sur une thématique comme l'efficience. » Et le consultant, nous, on sera très content quand le consultant aura la bonne idée d'aller dans la matrice en disant « Je vais aller chercher mes questions. » Et puis, de temps en temps, il dira « Mais il manquait une ou deux questions, je les ai rajoutées. » Parce qu'il fait son travail d'appliquer spécifique. Et je pense que vous allez voir ça de plus en plus. Et puis, de temps en temps, vous allez peut-être pousser le consultant en disant « Écoutez, c'était bien, mais pourquoi vous ne faites pas d'autres questions ?» Ce sera dans le dialogue que vous avez toujours avec les consultants quand ils préparent leur mission. Voilà. Donc, on est dans ce qu'on appelle les biens communs. C'est libre, ça se télécharge et on est très content de voir des usagers qui exploitent l'outil. Merci Bruno. Je vois que Diane aussi a des éléments de réponse à donner. C'est un peu pour compléter Bruno par rapport à ça. En fait, sur base de l'objectif de cet atelier, on a invité les points focaux, financement de la santé au ministère et aussi de l'OMS et nos collègues chercheurs et consultants. Donc, c'est un peu pour rendre disponible un outil qui peut être utilisé
de plusieurs manières. Bien sûr, si on s'en tient à ce que le ministère de la Santé ou bien l'OMS en tant que partenaire veut pour, par exemple, appuyer les pays à pouvoir définir des stratégies de financement de la santé, et de développer des réformes et aussi pouvoir suivre le progrès vers la CSU. Ça, c'est un outil qui, si utilisé de façon systématique et exhaustive, génère des informations qui sont vraiment très utiles pour tous ces efforts politiques et stratégiques en matière de financement de la santé vers la CSU. Donc, ici, c'est un cas, concrètement, si c'est utilisé de façon systématique et complète, ça donne des informations, non seulement pour répondre à des objectifs spécifiques, mais aussi à des informations qui, si on n'avait pas utilisé cet outil, on n'aurait pas pour appuyer des décisions politiques quelconques. Donc, c'est vraiment aussi important et je crois qu'il faut en tenir compte. Merci. Merci beaucoup, Diane. On remercie Noémie et Quentin parce que c'était très intéressant d'avoir rendu pratique toutes les théories qu'on a eu à apprendre jusque-là en montrant de manière concrète comment vous avez utilisé la matrice dans des contextes assez spécifiques. On remercie également Bruno et Diane pour être quand même revenus sur le normatif par rapport à la gestion de cette matrice. Et on remercie également tous les participants pour votre assiduité et puis votre participation.